Parfait. Donc, du coup, on parle d'hôtes. Ok, donc rapidement, comme je disais, je vais le faire en deux parties. La première partie, ce sera donc, je vais expliquer en gros quels sont les principes de l'authentification et qu'est-ce qu'il y a à savoir dessus. Et ensuite, si j'ai le temps, je vais le mettre en place pour les turtles, ou sinon ça fera l'occasion d'une autre vidéo où je vais le mettre en place. Du coup, qu'est-ce que l'autre Vraiment, l'authentification dans sa forme la plus brute. Alors attendez. Oui, non, si c'est bon. Avant de sa forme la plus brute, c'est deux personnes qui se regardent dans la rue, puis qui se mettent d'accord qu'ils se connaissent, et puis qui peuvent discuter. Et puis que plus tard, quand ils vont se revoir, ils vont se souvenir qu'ils se connaissent et qu'ils ont déjà discuté et que. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'authentification il y a 300 ans. Comment est-ce qu'on faisait. Il y avait d'autres choses, hein, c'est quand on s'envoyait des messages, et il fallait être sûr que la personne qui t'envoie un message, c'était vraiment ton allié et pas ton ennemi qui se faisait passer par ton ami. Donc il y avait des codes, il y avait plein de façons de le faire. Je ne vais peut-être pas continuer là-dessus. Il y avait des sceaux aussi, qui permettaient d'assurer que la personne, c'était bien celle-là qui te l'avait envoyé, et il n'y avait que elle qui pouvait avoir ce sceau de cette forme-là. Bon, c'était pas forcément optimisé comme façon de faire, parce que le sceau, c'est pas très dur. Un sceau en cire, c'est pas forcément très dur à falsifier. Qu'est-ce que ça change le fait que ce soit de l'informatique? Ouais, je fais pas ça dans l'ordre. Qu'est-ce que ça change le fait que ce soit de l'informatique? C'est que c'est deux machines qui vont discuter ensemble. Donc c'est deux énormes calculettes. Bon, elles ont des défauts, elles peuvent pas se regarder et se reconnaître, littéralement. Mais du coup, elles peuvent quand même faire des choses qui sont complètement impossibles pour un humain, savoir faire des calculs complètement délirants, super rapides et souvent. Ou de la comparaison de chaînes super grandes pour être sûr que les choses sont identiques. Donc du coup, les besoins, il y en a vraiment deux. Il y en a un qui est, ok, c'est la première fois qu'on se rencontre, comment est-ce que on se dit, comment on fait connaissance en fait. Donc c'est comment est-ce qu'on fait connaissance et comment est-ce qu'on introduit un système pour être sûr que dans les itérations ultérieures où on se rencontrera, on se connaîtra toujours. Et on se reconnaîtra toujours et on sera sûr que ce sera que nous. Voilà. Je pense que ça fait pas mal ça. Dans les gens, en informatique, c'est toujours au moins deux parties. Donc c'est au moins une machine, donc un ordinateur, un téléphone, ce que tu veux, et un service. Enfin, toujours, c'est la plupart du temps. C'est un service et une machine et ouais, c'est ça. Et éventuellement, ça peut être beaucoup plus, ça peut être multiple, parce que tu peux imaginer que tu fais de l'authentification avec Facebook, donc c'est ton PC, ton utilisateur, Facebook, puis tu rajoutes le Google Authenticator. Donc en fait, tu rajoutes encore des parties, tu rajoutes le fait que c'est le PC de l'utilisateur, le service, Facebook, parce qu'il fait de Facebook Authentification, Google Authenticator, donc Google, et son téléphone. Donc ça fait quand même tout un tas de gens qui se mettent d'accord pour dire, ok, c'est bon, on est tous ensemble pour dire c'est cette personne et vous pouvez vous reconnaître. Voilà. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que l'authentification? Je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment-là. Rapidos? Non? Non, sur le principe de base, c'est clair. Non. Ok. Ok. Il y a deux points qui sont vraiment importants du coup. Il va y avoir la première la poignée de main, entre guillemets. C'est ok, tu rencontres la personne, tu lui serres la main. Et du coup, comment est-ce que tu reconnais que c'est vraiment cette personne-là? On en a parlé, du coup, c'est soit avec un tiers, donc quand tu vas utiliser Facebook, GitHub, ce que tu veux, soit un password. Qu'est-ce que ça va être les problématiques et les choses à faire quand tu fais ça avec un password? Les gros problèmes, c'est que tu vas devoir manager des passwords. Manager des passwords, ça implique les stocker quelque part. Donc ça va impliquer les encoder, ça va impliquer les vérifier. Donc il y a plein de problématiques de sécurité marrantes à cet endroit-là. Il faut les vérifier en temps constant, même si l'utilisateur n'existe pas, par exemple. Il faut pouvoir les resetter. Bien, les vérifier. Imagine. Ça veut dire que les vérifier en temps constant.
Ah, imagine, tu as un utilisateur qui arrive, bon, un hacker qui arrive, et tu as un champ username password dans ton site. Si, de ton côté, ce que tu fais, c'est que tu commences par vérifier, je cherche l'utilisateur avec le bon username, puis je vérifie que le password qu'on m'a passé, il était bon. Imagine, si l'utilisateur n'existe pas, bah, tu te dis, ouais, bah, je vais juste sortir rapidement pour sauver du temps de computation. Et je vais juste leur envoyer que non, son password, il n'est pas bon. Tu fais pas la feuille de sécurité de dire non, ton username n'existe pas, parce que tu sais que tu veux pas que les personnes sachent quel username existe. Mais en fait, le problème, c'est que dans ce cas-là, tu t'exposes quand même à ça, parce que si le username existe, alors il va y avoir en plus un temps pour vérifier les passwords, et donc ça va être un peu plus long. Et donc, si tu le fais suffisamment de fois, tu vas pouvoir détecter quand est-ce qu'un username existe et quand est-ce qu'un username n'existe pas. Donc en fait, tu vas pouvoir, en brute forçant, tu vas pouvoir récupérer la base des usernames ou des emails, c'est encore pire, des utilisateurs d'un site avec ce genre de système. C'est pour ça que l'utilisateur existe ou qu'il n'existe pas, il faut toujours que ce soit en temps constant. Donc tu compares ça avec un password qui t'a pas été passé ou qui n'existe pas, juste pour prendre le même temps. Oui, ça fait du calcul pour rien, mais ça fait partie des petites problématiques de sécurité. Donc, du coup, on en vient à un point super important de l'authentification et des passwords en général. C'est compliqué. Il y a plein de règles de sécurité et c'est vraiment difficile parce que c'est ça notre problématique, c'est d'être sûr qu'il n'y ait que 2 personnes qui puissent se reconnaître, que ça ne va pas fuiter le password d'une façon ou d'une autre, que quelqu'un d'autre ne peut pas se faire passer pour un tiers, etc. Et voilà, donc le password, par exemple, a une force qui est suffisante. Qu'en gros, il est suffisamment solide, entre guillemets, pour être sûr que quelqu'un puisse pas hacker son password. Quand on parle d'authentification avec un tiers, je pense que vous en avez tous déjà fait d'authentification Facebook et de GitHub. Comment ça va se passer, ça? Le problème, j'aurais dû faire un truc pour tableau blanc. Je suis sûr que ça existe. Comment je peux faire ça? Est-ce que vous connaissez un service pour faire des petits schémas rapidos? Non. Ok. Des schémas Non, du tout. genre dessinés à la main. Ouais, Non. ça existe. J'ai déjà tapé une fois, donc j'imagine que... Est-ce que je peux faire des carrés? Parfait, je peux faire des carrés. Donc, quand tu fais une authentification entre parties, tu as un utilisateur, qui est magnifique. Tu vas avoir un partie tiers, mettons Facebook, et tu vas avoir ton service. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? C'est l'utilisateur va s'authentifier auprès de Facebook en premier lieu, puis Facebook va lui dire « Hey, parfait, c'est ça ton token d'authentification ». Du coup, l'utilisateur va le reprendre et va le redonner à son service, qui lui s'en sert pour parler à Facebook, pour ensuite vérifier que l'utilisateur existe. Donc c'est vraiment ce genre de chaînes qui vont apparaître pour être sûr que Facebook, c'est un tiers de confiance en fait. C'est comme un notaire quand tu fais une transaction. Et donc du coup, tu t'en sers pour... Ouais, tout le monde lui parle et c'est lui qui t'assure que oui, c'est bien la bonne personne qui est en train de parler à ton service. Voilà. Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les magnifiques problématiques de ce genre de choses? Aucun service n'implémente ça de la même façon quasiment. Ils ont tous leurs petites particularités et leurs petits trucs marrants à faire. Et donc du coup, c'est plus ou moins compliqué en fonction du service. Et c'est toujours une grande partie de plaisir. Puis c'est sujet à changement. Enfin, c'est toujours beaucoup de fun. Voilà. Pareil, ils n'ont pas tous les mêmes règles sur comment est-ce que ça va marcher. Donc ça, c'est l'idée de comment est-ce que ça marche avec un tiers. Ensuite, une fois que tu as fait cette poignée de main, donc tu t'es mis d'accord, bon, c'est bon, je te connais, c'est comment est-ce que tu vas reconnaître la personne
au fur et à mesure de ces échanges. Parce que en gros, la personne, tu l'as reconnue une première fois, puis tu vas lui donner un espèce de truc pour que toutes les fois suivantes où il va te parler, tu ne vas pas refaire le processus compliqué d'authentification à chaque fois. Donc, tu lui donnes une espèce de jeton. Tu dis, OK, tant que tu me parles avec ce jeton-là, c'est bon, je sais que c'est toi. Et là, tu as en gros deux types de jetons qui existent, donc de tokens. Oui, le token, je sais. Je fais trop de québécois en ce moment. Du coup, tu as un token basique qui va juste être une espèce de chaîne complètement random que l'utilisateur va utiliser à chacun de ces échanges. En fait, il va te le fournir d'une façon ou d'une autre. Et toi, tu vas avoir stocké quelque part en database ce token et ça va te permettre de savoir, OK, donc ce token, c'est cet utilisateur. C'est ce que fait Devise, par exemple. Tu as un autre système qui est le JWT. L'idée, c'est que ton serveur a une clé que lui seul connaît. Ce qu'il va faire, c'est que la première fois que l'utilisateur s'authentifie, il construit un JSON contenant user ID, l'ID de l'utilisateur et d'autres paramètres. J'y reviendrai pas, c'est de la norme JWT est vachement complexe, je mettrai plein de liens si vous voulez en lire plus dessus. Mais dans l'idée, il y a ça. Et il l'encode avec sa clé que seul lui connaît, puis il le donne à l'utilisateur. L'utilisateur, lui, voit une espèce de chaîne inconnue qui va du coup stocker quelque part. Et ensuite, il va à chaque échange, il va la redonner au serveur. Le serveur, ce qu'il fait, c'est que lui, il connaît sa clé, donc il peut la décrypter. Il la décrypte, il récupère le user ID, et donc du coup, il peut récupérer le user en database de cette façon-là. Donc, il n'a pas besoin de stocker le token, a priori. On y revient sur ce point-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux grosses façons que je vois là instantanément sur l'authentification. Sur comment est-ce que tu discutes ensuite. J'imagine qu'il y a plein d'autres façons. Tu peux ouvrir une espèce de connexion sécurisée entre deux systèmes qui fait que tu n'as vraiment besoin de t'authentifier. Mais quand on parle de système web, c'est de ce que je connais moi, c'est les deux grosses façons qui existent. Sachant que chez JWT, c'est plutôt récent. Plain, c'est la façon qu'on utilise depuis millions d'années. En termes de jetons, tu peux avoir d'autres systèmes que des jetons. Tu peux par exemple avoir une espèce de signature où tu as une clé commune que les deux connaissent. Et donc, du coup, tu t'en sers pour encoder une espèce de chose en URL qui est fait que tu t'assures que c'est que la personne qui a les clés qui peut vérifier que c'est bien la bonne personne. Je reviendrai pas là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué à expliquer. C'est pas forcément utile et c'est assez rare de l'utiliser au final. C'est ce que j'en sais. Le problème de tes jetons, c'est OK, c'est cool, tu as donné un jeton à un utilisateur un jour. Quand est-ce qu'il expire? C'est qu'est-ce qui fait que la personne a besoin de renouveler ce token? Donc en général, si tu as une date d'expiration sur tous tes tokens, en disant bon, OK, je te le donne, mais il est valide pour 2 mois. Dans 2 mois, il faudra quand même que tu vérifies avec moi si c'est toujours valide. Qu'est-ce que ça permet de se protéger? Ça permet de protéger que ton utilisateur en gros, s'il se fait voler son token d'une façon ou d'une autre, ça limite la fenêtre pendant laquelle c'est dangereux, dans l'idée. L'invalidation, avant que je passe à ce genre de point, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Est-ce que vous avez des questions à partir de maintenant ou pas encore? Parce que je ne parle de JWT et tout, c'est possible que vous en ayez. Non. Ok. C'est topissime. Parfait. Donc, l'invalidation, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un en gros, quand est-ce que tu peux décider qu'un token n'est plus valide? Il y a plein de façons de le faire et de le décider. L'idée, c'est que va falloir trouver un moyen de dire pour l'utilisateur de dire peut-être que je me suis fait voler mon token ou peut-être que je veux me déconnecter et donc du coup je voudrais que ce token là ne soit plus valide à partir de maintenant. Ou alors le serveur a décidé en fait il veut bannir cet utilisateur pour toujours, donc du coup il veut invalider ces tokens en disant voilà tu n'es
t'es plus valide, quoi. Ou alors, je sais pas, l'utilisateur a changé son mot de passe et donc du coup tu invalides tous ces tokens. Enfin, t'as plein de façons et de raisons pour lesquelles tu voudrais pouvoir valider les tokens. Donc tout à l'heure, quand je disais que le JWT, normalement, tu n'avais pas besoin de le stocker parce que t'avais pas tu pouvais juste le décoder pour récupérer le user ID et t'en servir. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu perds cette notion d'invalidation. Qu'est-ce que ça cause comme problème de ne pas avoir cette invalidation? Imagine, tu es un utilisateur, tu utilises donc avec un service qui fait du JWT, qui n'a pas prévu ce genre de problématique. Donc, tu as un user qui vient te voir une première fois, il te parle, tu lui rends un JWT token, puis là, il discute avec toi, donc du coup, c'est facile, toi, tu récupères le JWT, tu récupères le user à partir de ça, tu stockes rien, tu t'en fiches. Et là, tu as une faille de sécurité, d'une façon ou d'une autre, entre toi et cet utilisateur, puis quelqu'un lui vole son token. Bon, le problème, c'est que personne, il est difficile de dire, ok, ce token-là n'est plus valide. Puisqu'en fait, un attaquant va pouvoir prendre son JWT token, te parler, toi tu vas décoder le JWT token, tu vas lire le user ID, et tu vas dire, c'est bon, c'est cet utilisateur-là. Et l'utilisateur ne peut pas te dire, non, je me suis fait voler mon token, pitié, invalide-le. Et le service ne peut pas dire, non, tous mes tokens sont invalides, ou ce token-là est invalide, parce que de toute façon, il ne les stocke pas, donc il n'a aucune façon de le faire. La seule façon de te sauver dans ce genre de cas, si jamais ça vous arrive, c'est il faut changer la clé d'encryption de ton service, et donc du coup, tu invalides tous les tokens JWT que tu as pu un jour créer d'un coup. Parce que tu n'as aucun autre moyen de dire, oui, non, je suis obligé d'invalider tous mes tokens. Voilà. Donc c'est pour ça que même en JWT, en vrai, ça ne devrait pas te sauver du fait que tu es obligé de stocker tes tokens pour cette problématique d'invalidation, de dire, non, ce token-là, il est plus valide. Que ce soit à la déconnexion, que ce soit au changement de password, que ce soit plein de façons. Est-ce que c'est clair ce point-là? Yes. Cool. Ouais. Dernier point, c'est le stockage, parce que à ton utilisateur, tu lui as rendu son token, il faut qu'il le mette quelque part. Et là, il y a deux grosses façons de le stocker. Je vais passer à travers le fait que tu pourrais le stocker sur le disque dur ou ce genre de choses. On va dire qu'il y a deux façons de le stocker, qui est soit de le stocker dans tes cookies, soit de le stocker dans ton local storage, session storage, whatever. Donc c'est vraiment deux façons de séparer. Je passerai des articles sur quels sont les points forts, points faibles de ce genre de choses. Je vais juste expliquer rapidement la différence. Un cookie, il est basé sur un domaine. Tu peux pas contacter un service d'un autre domaine avec ton tu peux pas contacter un service d'un autre domaine avec un cookie. Avec le même cookie. Donc par exemple, c'est je suis sur le site www.aaa.com. Je pourrais pas envoyer mon cookie à www.bbb.com. Du coup, ça fait que ton token est plutôt sûr quand il est stocké dans tes cookies, dans le sens où il ne pourra être utilisé que pour parler à ton service et rien d'autre. Et tu ne pourras pas l'envoyer à quoi que ce soit d'autre, etc. Le web storage, lui, par contre, c'est tu le stockes dans une espèce de cache mémoire de ton navigateur. Et la différence, c'est que ton storage, il est lié à un domaine, donc ça veut dire que tu n'es. Ah oui, non. J'ai oublié d'expliquer le cookie. Par contre, le cookie, la différence, c'est que tu sois sur le site AAA ou le site BBB, les deux peuvent avoir accès à ton cookie. Par exemple, dans les choses que tu utilises, pour lesquelles vous utilisez tous un cookie, c'est Facebook. Facebook, quand tu te login, il crée un cookie, et du coup, quand tu vas de site en site, tu es toujours connecté à Facebook parce que tu as ton cookie qui est là, et donc du coup, Facebook sait que tu t'es authentifié avec lui. Et donc, tous les sites peuvent utiliser ce cookie Facebook pour t'authentifier, entre guillemets. La différence avec le Web Store, c'est qu'il est lié à un domaine. Si tu crées un storage pour le site aaa.com, si tu vas sur le site bbb.com, tu ne pourras pas utiliser le storage de l'autre site. Donc, du coup, ton token, il est plus safe d'une certaine façon, dans ton storage. Le défaut, c'est que n'importe quel script JavaScript sur ta page
éventuellement qui vient d'une de tes nombreuses extensions que tu aurais sur ton navigateur, peut lire tout ton local storage et l'envoyer à un autre site. Et donc, du coup, tu pourrais te le faire voler comme ça, ton token. Est-ce que c'est clair? Ça a l'air moins clair. Yes, mais Oui. du coup, comment ensuite justement tu protèges ces tokens? Enfin, j'imagine que tu vas en parler pendant la suite, mais... Le problème, c'est que c'est difficile. Tu peux pas toujours les protéger. Donc, c'est pour ça qu'en général, par exemple, tu as plein de façons de faire. Tu peux avoir de l'expiration que tu... En gros, tu as une expiration qui est entre guillemets rapide. Par exemple, on verra dans la gemme que j'utilise moi, j'ai une expiration à la requête. C'est chaque requête, ton token est invalidé. Ok. Et donc, du coup, si tu te le fais voler, oui, l'attaquant, il a intérêt à l'utiliser tout de suite. Et puis toi, tu vas te rendre compte que ça marche pas, donc tu vas te déloguer, tu vas invalider tous tes tokens d'un coup. Donc, tu vois, tu peux avoir une notion de ton token est short-lived et a vraiment une durée de vie très très faible. Et donc, du coup, tu te sauves un peu de cette façon-là. Mais tu n'as pas vraiment de bons moyens ou de mauvais moyens de te protéger de cette façon-là. Sachant que les cookies sont sensibles à d'autres types d'attaques, on en reparlera. Bon, j'en parlerai pas, non, mais je vais vous filer des articles si vous voulez les lire, c'est intéressant. Okay. Voilà, donc ça c'est vraiment difficile. Le storage, c'est vraiment la partie qui va être difficile à gérer. Sachant qu'en fonction de ce que tu fais, tu seras obligé soit de le stocker dans tes cookies, soit dans ton web store. Par exemple, moi, mon API n'est pas sur le même domaine que mon site web. Et donc, du coup, je suis obligé de le stocker dans mon web storage parce que sinon, je ne pourrais pas l'envoyer. Ok. Voilà. Mfactor, c'est juste pour dire rapidement que dans les choses que tu peux utiliser pour ton authentification, je voulais en parler, mais je ne sais pas vraiment une partie vraiment importante, c'est vraiment le côté où tu peux vous avez tous activé déjà le Google Authenticator, où tu es obligé de taper un password, où tu es obligé de t'appuyer sur un bouton sur ton téléphone, etc. Sachant que tu peux avoir tous les niveaux de multiples. C'est-à-dire que tu pourrais taper sur ton téléphone et cliquer dans un lien dans un mail et tu peux toujours imaginer que tu as plus de facteurs d'authentification qui assurent que au moment où tu fais ta poignée de main, elle est plus safe et tu es vraiment sûr que c'est la bonne personne. Il y a juste quelques règles qui sont importantes. Alors, celle-ci, l'idée, c'est que dans ton JWT token, tu pourrais stocker beaucoup plus d'informations que juste le user ID. Tu te dis, hey, mais je pourrais mettre son username, je pourrais mettre plein de choses dedans, je pourrais m'en servir comme session en fait. Bon, globalement, c'est une mauvaise idée parce que ton JWT token va être transmis entre ton site web et ton serveur à chaque échange. Et donc, du coup, il va être gigantesque. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de ce côté-là. Et en plus, si jamais il fuite, tu vas donner encore plus d'informations que juste le user ID. C'est-à-dire que tu vas éventuellement donner son username ou d'autres problématiques de session qui sont beaucoup plus importantes. Pour le password, bon, celle-là, elle est évidente. C'est une store. Il ne faut pas stocker de password que tu n'encryptes pas. Donc, il faut toujours l'encrypter, il faut le saler, etc. J'ai une super vidéo à vous envoyer pour comment ne pas stocker des passwords. Je pense que vous l'avez déjà vu, peut-être. C'est How not to store password. Je l'enverrai plus tard. C'est très très drôle. C'est la personne qui dit hey, donc est-ce que je pourrais le faire, est-ce que je pourrais le stocker comme ça? En fait, il part du pire et puis il va rajouter des niveaux de complexité sur comment est-ce que tu stockes un password au fur et à mesure. Voilà. On en a parlé. L'invalidation de tokens, c'est important des deux côtés, des deux bords, tout le temps. Le JWT te permet. C'est pas prévu dans la norme de base de JWT, mais ça devrait être obligatoire que tu puisses le faire. Pareil, les tokens, ça devrait pas avoir une durée de vie illimitée, ne serait-ce que pour éviter que si jamais ils sont volés d'une façon ou d'une autre, ils puissent continuer d'être valides pour un temps infini. Ou pour que si la personne jette son PC avec un token qui est stocké quelque part sur son disque dur, tu puisses récupérer son token d'une façon ou d'une autre pour pouvoir t'en servir. Tu vois, genre 3 ans plus tard. Et si possible, parce que des fois c'est pas possible, des fois tu as besoin de le faire, tu devrais jamais coder
toutes ces poutines toi-même. C'est non, les passwords, tu dois pas stocker, tu dois pas gérer le hash toi-même, tu dois pas gérer les problématiques de OK, comment ça marche si je me souviens d'un token, comment est-ce que marche l'invalidation, etc. Ça paraît. Ou le reset de password. Parce que le reset de password, c'est un flow qui est compliqué en vrai. C'est un utilisateur qui dit hey, j'ai oublié la façon dont je suis censé m'authentifier avec toi. Bon, bah, pour vérifier que c'est pas un attaquant, tu es obligé d'envoyer des mails avec un token, tu es obligé de vérifier des tokens. Enfin, c'est toujours compliqué. Donc, si possible, ne connaissez surtout pas ça vous-même. C'est les meilleures façons de se tirer une balle dans la cuisse. J'aime pas le pied, ça fait pas assez mal la cuisse, t'as plus de chances de mourir. Parce que, par exemple, le timing attack, dont on a parlé tout à l'heure, pour lister les utilisateurs de ton site, bon, bah, si tu le sais pas, tu peux complètement l'introduire dans ton site web de façon assez triviale. Voilà. Et puis, pour y penser, il faut juste avoir déjà lu sur le sujet, parce que sinon, tu n'as quasiment aucune chance d'y penser par toi. Voilà, ça c'est pas mal la partie théorique. Je ne sais pas si c'était clair, si vous avez des questions pour tout ça. Très bien. Cool. Tu n'as pas de commentaire spécial sur ma sécurité à dire, Arvin? Rien de particulier pour le moment. Ok, au top. Moi, j'ai juste une question sur les gemmes. Oui. On n'a aucun moyen de savoir si les gemmes, effectivement, sont plus ou moins sécures pour l'authentification, en fait, par rapport au délai dont tu parlais, au délai de calcul, Ouais. permettre hack. Ouais. Alors, device, c'est safe. Tu peux l'utiliser sans aucun problème. Okay. Après, pour ce qui est, si tu veux faire d'autres systèmes d'authentification, genre le JWT, etc. Au JWT, il y a pas mal d'autres trous dans la norme. On pourrait y revenir. Je peux rager pendant des heures sur JWT. Mais en gros, il y a la seule autre gemme que j'ai trouvée qui était à peu près correcte. Non, la seule autre. Non, j'en ai trouvé d'autres. Il y a une gemme qui a l'air pas mal pour les JWT tokens qui est basée sur devise en fait. Donc il s'appelle, je crois que ça s'appelle genre un truc genre devise JWT. Lui. Voilà, donc lui en fait il se base sur devise, il réinvente pas la roue, il continue d'utiliser devise, mais sauf qu'il le fait avec des JWT tokens. D'ailleurs lui, il y a des super articles de sécu sur son site sur ok à quel point le JWT c'est pas safe et qu'est-ce que tu devrais faire pour le rendre un peu plus safe. J'ai essayé de l'utiliser, puis finalement je trouve pas tant que ça d'avantage. Enfin, j'aime pas spécialement le JWT. Je trouve ça plus compliqué qu'autre chose à gérer je suis pas assez safe sur une gemme qui a 250 stars pour lui confier mon authentification. Donc le gars a l'air vraiment compétent, mais tu vois, comme je suis pas assez safe. L'autre gemme que j'utilise, donc ça c'est celle qu'on va utiliser pour Auth token. Comme ça. Devise, token auth. C'est celle-ci qui elle est basée sur des tokens. Donc c'est basé sur devise, mais c'est basé sur devise où tu ne passes pas ça à travers des cookies. Tu lui passes le token à chaque fois que tu veux lui parler dans les headers. C'est vachement pratique quand tu fais une API parce que ton API éventuellement n'est pas sur le même domaine et tu veux pouvoir que n'importe qui puisse parler à ton API. Voilà. C'est ça, en gros, c'est les 3 gemmes que moi, si tu devais le faire en Ruby, avec devise, hein, bien sûr, c'est les 3 que je conseillerais. Ok. Voilà. Oui, mais oui, je suis d'accord que c'est compliqué de trouver d'avoir des gemmes qui font exactement ce que tu veux et d'être sûr qu'elles soient safe. En général, la façon de le savoir, c'est ton nombre d'issues, ton nombre de pull requests, ton nombre de gens qui watch et ton nombre de stars. Tu regardes ça. Tu regardes quand est-ce que était le dernier commit aussi. C'est important. Et en partant de ça, tu peux avoir une idée vague de ok, à quel point c'est safe. Voilà. Mais c'est un peu comment ça s'appelle, un pari parce que tu n'es pas sûr que tout va bien se passer, quoi. En gros, c'est tu espères que ta gemme elle est parfaite et qu'il n'y ait pas de trou dedans. L'avantage de se baser sur un devise
d'un truc qui est basé sur Devise, c'est que tu as quand même une énorme communauté sur Devise, et donc du coup, tu es plus safe de ce côté-là. D'accord. Ok. Vas-y, je t'ai coupé au milieu d'une début de question. Non, non, je pensais à autre chose, en fait, une façon de seconder, justement, de sécuriser l'authentification en plus de devises. Est-ce qu'il y a, par exemple, des moyens qui permettent de sécuriser différemment, en fait, c'est-à-dire en utilisant devises et d'avoir un second filtre derrière? Le problème, alors, j'en connais pas. Out of the box, là, sur juste de l'authentification, j'en connais pas. Tu as plein d'autres moyens de sécurité qui sont importants. Genre, tu veux sécuriser ton repo, tu veux sécuriser ta database, tu veux sécuriser plein de trucs. Mais sécuriser juste l'authentification en plus de devises, j'en connais pas. Tu veux pas le faire toi-même parce que tu risques d'introduire des failles sans t'en rendre compte. Donc, D'accord. Par exemple, un moyen de brider la base de données, si par exemple les mecs arrivent à calculer la vitesse, en tout cas à voir que bon, la vitesse de calcul de la gemme ou du process d'authentification est assez lent sur tel ou tel ou tel point, pour éviter le cas où justement ils scraperaient la base d'email des utilisateurs. Est-ce que par exemple ce serait possible de dire à la base de données de ne pas enfin pas la base de données, mais à ton service d'amplifier, voilà, de dire à ton service, d'empêcher l'export par exemple, plus de 5 emails par minute. Oui, ça existe. D'accord. C'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça que je voulais. Je veux la gemme, s'il te plaît. Merci. Ça, c'est à un moment, si vous en avez besoin, c'est des gens de Kickstarter qui ont fait ça. C'est pour rajouter sur tes objets Oui, ça a l'air pas mal, ouais. un niveau de protection en plus. Par exemple, tu peux dire oui, mais en fait, quand j'ai des IP qui me parlent, t'as pas le droit de faire tant de plus de X requêtes par minute ou par seconde. D'accord. Voilà. Et là, il y a un Donc, truc que tu as fait de Kuban, c'est aussi une bonne pratique. De quoi? Quand tu as un fail to ban, tu bannes les IP, ce genre de choses, pendant un certain laps de temps. Exactement. Et notamment éviter les retries, enfin les nouvelles tentatives, ou les prolonger aussi. Oui. Mais donc, du coup, effectivement, rajouter ce genre de choses sur une API, ça rend le truc encore plus safe, effectivement. Faut quand même aller lire la doc et ce genre de choses. C'est pas super trivial à mettre en place. Au début, quand tu fais une API que personne ne la connaît, honnêtement, tu t'en fiches. À un moment, il faudra le mettre en place. Mais oui, parce qu'à partir du moment où tu travailles au niveau IP, ça veut dire que tu vas travailler qu'un firewall et ce genre de choses. Oh, bah, t'as plein de problèmes. C'est ça, fail to ban, il faut avoir fail to ban sur sa machine, je pense. Ah non, ça va. Non, c'est inspiré par fail to ban, mais ça marche juste pareil, en fait. C'est juste que c'est fait par Rails. Ok. Donc non, en fait, bah, tes requêtes dans Rails, tu connais l'IP de la personne qui t'a fait ta request, et donc du coup, tu peux t'en servir pour soit faire soit bloquer, soit faire du throttling. Ouais, mais alors là, pour le coup, ça m'intéresse. Enfin, j'avais pas lu plus avant, mais ça m'intéresse moins. Parce que là, autour du fail to ban, tu as toute la partie log qui va arriver, qui va te permettre de contrôler. De toute façon, les deux vont être là, en fait. Tu vas être obligé de faire ton fail to ban serveur et ton fail to ban dans un Rails pour faire du throttling aussi. Yep. Je pense que moi, je le ferais, si je devais le faire, je devrais le faire dans les deux. En fait, non. Si je devais le faire, je ne gérerais pas celle qui doit se faire côté application. Enfin, non, si je ferais celle ce qui se fait côté application. Côté serveur, j'aurais tendance à utiliser mon provider de serveur ou ce genre de choses pour le gérer à ma place en général. Si je peux pas, oui, effectivement, tu dois implémenter ton fail to ban d'une façon. Je pense. C'est mon take sur ça. C'est pour ça que j'utilise des choses comme Heroku, etc. Parce que j'ai une limite de temps dans ma vie pour implémenter ce genre de choses. Okay. Donc, je vais le garder dans un coin pour pouvoir ne pas oublier de vous l'envoyer. Voilà. Donc ça, c'est pas mal tout sur la théorie. D'autres questions? Non. Ok. Alors, quelle heure il est?
On a un peu de temps, cool. Du coup, vous vous souvenez, on avait fait des turtles à un moment. Vous vous souvenez ou pas, mais à un moment, on avait une application avec des tortues où on avait une API, mais pour l'instant, on n'avait pas de user, on n'avait rien du tout. C'est une API, donc n'importe qui pourrait l'appeler. Donc éventuellement, on pourrait considérer que n'importe quel site pourrait décider de vouloir rajouter des tortues dans son site. Posez pas de questions, ça pourrait arriver. Et donc du coup, il va falloir un système d'authentification et ça peut pas marcher par cookie parce que c'est une API généraliste. Du coup, on va être obligé de pas passer par devise. C'est ça le problème. C'est si j'avais devise, j'utiliserais des cookies et tout irait bien. J'ai pas le droit à des cookies, donc je suis obligé de passer par autre chose. Donc ça m'est arrivé pour un projet perso il y a un certain temps. Sur OK, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce qui existe en règle et qu'est-ce qui marche. Je me suis après avoir fait pas mal de veille, j'ai trouvé que celle-là était quand même plutôt solide. Modulo quelques défauts, hein, donc on en reparlera. Je pense que j'ai déjà eu des discussions avec certaines personnes, je me suis retrouvé à la forquer. L'idée, c'est qu'elle est basée par donc username password, mais elle peut aussi gérer du multifactor, comme devise normale en fait avec du Facebook, Google, etc. Et qu'ensuite, elle gère ton token en lui donnant donc du coup une expiration qui est pas très longue, mais aussi si jamais tu utilises le token, son durée d'expiration passe à 1 seconde. Donc ça veut dire que si le token est utilisé une fois, ça veut dire qu'il va très vite s'invalider et donc du coup c'est plus difficile de le voler de cette façon-là. Donc il s'invalide tout le temps. Pareil, le système pour invalider tous les tokens de l'utilisateur, c'est plutôt bien fait et tu peux faire ça de manière assez triviale. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de stars, il y a pas mal de gens qui ont bossé dessus. 138 committers, c'est pas mal. Ok, donc du coup, je me suis quand même retrouvé à en changer des bouts. Parce qu'il y a quelques bouts qui marchaient pas exactement comme je voulais. Typiquement, il y a un bout que j'aime pas, c'est encore une fois, tu as une API. Et donc, du coup, ton API, elle va comment dire ? Par exemple, dans un flow de reset password, tu vas vouloir envoyer une URL qui pointe vers quelque chose qui peut du coup gérer la problématique que tu arrives avec un navigateur dessus. Parce qu'éventuellement, ton API va te dire d'aller te faire voir si jamais tu viens le voir avec un navigateur. Donc potentiellement un site web. La façon dont c'est implémenté de base par défaut, ça permet de préciser le site vers lequel tu es censé renvoyer l'utilisateur dans la requête que tu fais à l'API. En quoi c'est un problème ? Imaginons, je suis un attaquant. Je veux récupérer soit le password de quelqu'un. Je vais sur le site qui utilise le devise token auth sans l'avoir vraiment configuré pour éviter ça. Et je fais un flow de reset password normal, sauf que en fait je le fais avec des calls d'API. Et je dis, je voudrais un reset password et tu vas le renvoyer vers mon site perso à moi. Et du coup, là, tu vas faire une fausse page de reset de password. Et donc, du coup, tu vas pouvoir voler des choses à l'utilisateur de façon assez triviale. Voilà. Et, tu peux aussi t'en servir pour spammer les gens, accessoirement, mais ça, c'est un autre problème. Voilà, donc il y a vraiment quelques petits défauts comme ça dans la gemme. Donc je me suis pas mal pris la tête, je l'ai forqué, j'en ai fait un truc. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse et vous avez envie de l'utiliser, c'est pas très dur, j'ai juste forqué. Voilà, j'ai mis à jour devise dessus il n'y a pas très longtemps par exemple. Si on regarde les commits. Il y a quelques trucs qui n'allaient pas. Par exemple, quand tu crées un utilisateur, il y avait un bug qui faisait qu'il ne renvoyait pas automatiquement
le token d'authentification que tu venais de créer. Donc, du coup, l'utilisateur était obligé de se reloguer alors qu'il venait de se créer son utilisateur, ce qui était un peu bizarre. Quand tu éditais le password, c'était un get. C'était une requête de type get alors que c'est clairement un post. Il y avait ce genre de petites choses. Bref, du coup, j'ai fait quelques petits changements. J'ai rajouté une URL où tu peux demander qu'un utilisateur puisse demander que tu lui renvoies son email de confirmation parce qu'il ne l'a pas reçu. Parce que ça arrive. Les emails, ça se perd. Voilà, c'était pas mal ça. Mais il n'y a pas beaucoup de... Oui. Tu n'auras pas renvoyé... Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai fait beaucoup de changements. Et dans les choses que j'ai fait, il y en a un qui ne va jamais passer. Il faut que je fasse les autres commits. Mais il y a un changement qui ne passera jamais. C'est le fait que moi, par exemple, je n'aime pas demander à mon utilisateur de rentrer son email et son password. J'aime bien lui demander, rentre soit l'email, soit le username. Ça, c'est facile à faire avec Devise. Avec Devise Hot Token, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ne l'ont pas intégré de base. Donc, du coup, quelque part, je pense que ça doit être genre celui-là. J'ai rajouté le fait que, ouais, c'est ça, c'est en dur, c'est username ou email. Donc, du coup, et puis j'ai pas vraiment envie de faire le refacto qui le fait de façon à peu près correcte. Mais si, dans ma to-do list, quelque part, j'ai pitié à intégrer mes fixes. Mais j'ai jamais eu le temps de jamais pris le temps de le faire. Voilà. Mais ouais, j'ai quelques fixes un peu partout dans la gemme. Ne serait-ce que ça, tu peux dans les paramètres préciser ton redirect URL, ce qui m'a vraiment fait hurler, quoi. Ça, effectivement, ça ouvre le champ du possible. Ah ouais, ça c'est genre... après, si tu lis dans le code de la gemme, tu peux préciser une whitelist sur les redirects URL que tu reçois. Mais c'est pas par défaut, il n'y a pas une whitelist à personne. C'est par défaut, c'est une whitelist pour tout le monde. Donc du coup, j'ai fait comme oh non. Ah, c'est Allo par défaut, c'est ça? Ouais, c'est Allo All par défaut. Ouais. Ok, non. C'est juste pas possible. Pareil, il y avait d'autres petits défauts de sécurité, genre quand tu fais un... Et auquel cas, tu n'aurais pas pu switcher à Deny All? Non, parce que je ne peux pas deny all. Je peux deny all, but... Bah oui. C'est juste que tu peux... En fait, si tu l'écris pas, ta whitelist, elle n'existe pas. Ah bon? Non, c'est ça. Si tu crées pas une whitelist, tu sais pas que ça existe, le système de whitelist. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas lu le code. Et du coup, tu n'as pas de façon de dire hey, ma whitelist, tu sais pas qu'il existe une façon de dire les sites vers lesquels je peux whitelister, c'est ceux. Dans les autres trucs, par exemple, c'est ton render. En gros, si tu essayes de faire un edit et que ton utilisateur n'existe pas, il te renvoie une erreur particulière disant que l'utilisateur n'existe pas. Voilà. En fait, non, tu veux renvoyer que ton utilisateur existe ou n'existe pas, tu veux dans tous les cas renvoyer la même erreur. À savoir, ça n'a pas marché. Parce que sinon, tu as un moyen de savoir, ok, donc ce user-là, il n'existe pas. Et l'empreinte qui te permet de détecter. De détecter cet utilisateur existe, donc tu détectes des emails. Non. Donc, effectivement, ça, c'est comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, c'est ça. Okay. Donc, c'est une autre façon de récupérer les emails. Non, je ne veux pas que ça existe, donc tu renvoies ça. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour préciser plus sur ce genre de choses. La prise d'empreinte, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et tu ne peux pas penser à tous ces trucs. C'est difficile de tous les connaître. Je confirme. Et donc, du coup, c'est... Mais voilà, il y avait plein de petits trucs que j'ai rajoutés dans la... Et j'essaye de me tenir à jour. J'ai une update à faire là en ce moment, mais je pense que je ne suis pas très loin du fork de base. Du coup, je vais essayer de le mettre dans ma gemme de tortue. Alors, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mis, donc je ne suis pas sûr que ça va bien se passer, mais on va essayer. Est-ce que vous pouvez voir mon terminal? Est-ce que c'est assez gros? Dans le doute, je vais zoomer un petit peu. Yes. Je vais diviser un petit peu. Je vais ouvrir mon gemfile. J'ai fait l'update d'ailleurs en off-time. Je suis passé à Rails 5.2 et j'ai monté ma version de Ruby. Voilà. Vous vous en fichez un petit peu, probablement. Du coup, on disait gem. Je veux. Comment tu t'appelles déjà? Je vais me servir de celui-là pour avoir la doc. Parfait, très bien. Mais je vais lui dire, non, je ne veux pas celle de base, je veux celle de 2001.
slash toi. Ah oui, donc on peut lui dire fetch ma gemme ou mon truc depuis GitHub de cette façon-là. C'est au cas où si vous en avez besoin dans un projet Rails. C'est assez facile à faire. Je dis cool, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Tu peux lui donner un lien Git aussi, éventuellement, si c'est pas sur GitHub. Ah oui. Tu peux lui donner même un path. Tu peux lui dire hey, remonte d'un dossier, c'est dans le dossier du dessus, ou c'est dans tel dossier, etc. que se trouve cette gemme. Okay. Je conseille vivement de ne pas stocker des gemmes dans le repo directement et de les modifier, par exemple. Ce serait une très très mauvaise idée. Je dis ça plus pour la blague, c'est juste que la version de Rails qu'utilise ma boîte, c'est une version de Rails qui sont clonés en local et qui sont modifiés plus tard. Ah merde. Ouais, ça rend les updates un peu difficiles. Ok, donc je disais comment est-ce que tu marches? Très bien, documentation. Ouais. Très bien ça. Donc on va créer des utilisateurs pour notre gemme. Je vais lancer les tests. Donc je veux un install et je voudrais parfait user et on va dire hôte. Voilà, donc ce que ça fait, ça a changé tous ces fichiers là. Sérieux? C'est un problème. Oui, je sais, c'est dans Dropbox, très bien. Et comment ça name? Ah ok, c'est parce qu'il a créé les utilisateurs mais on l'a pas en database. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un initializer. On va regarder les fichiers un par un. Mais ça va ressembler beaucoup à Devise. Ça devrait pas trop vous changer. En gros, là, ça va être dans le Devise token hôte, ça va être les options spéciales de Devise token hôte. Par exemple, tu lui dis, ouais, bah voilà, mon token, je veux qu'il soit valide pendant X temps, tant qu'il n'est pas utilisé. Voilà. C'est au maximum, tu peux avoir N trucs connectés. Donc, tu peux avoir genre un site web et deux applications mobiles par utilisateur. Ou alors, il peut avoir 3 PC, donc tu considères que tu peux avoir 4 navigateurs et deux téléphones. Tu vois, donc tu dirais que bah, voilà, ton max number of devices, en fait, c'est 6. Parce que tu considères que plus que ça, c'est bizarre. Par défaut, le devise hot token, si je ne me trompe pas, c'est ce que ça dit. C'est ça, tu peux lui dire, je veux que ton token ne change pas si tu sais que tu vas batcher des requêtes tous ensemble. Donc du coup, tu lui dis, voilà, je voudrais que ton token, il ait cette durée de vie quand on commence à t'envoyer des trucs. Je crois que par défaut, c'est 1 seconde. Voilà. Ouais, bon, tout ça, on a pas besoin parce qu'on ne fait pas d'omni-hot aujourd'hui. Bon, il y a pas mal d'options, je vous laisserai les lire. Je vais peut-être les faire. Donc ça, c'est juste les options de configuration. Il a fait une migration. Ça va ressembler vachement à celle de Devise. Ça ne devrait pas trop vous perturber psychologiquement. Voilà. C'est en fonction de est-ce que ton user est confirmable, comment marche ces tokens, hein, qu'il les stocke en JSON en database. Il va créer tes bons index, il va créer ces genres de choses. Donc, en fonction de ce dont vous avez besoin, si vous voulez pas que ce soit recoverable ou pas rememberable, bah, vous commentez les bons trucs. Moi, j'aimerais bien qu'il ait un username plutôt qu'un nickname. Ah, je m'en fous, il n'a pas besoin d'image. Il n'a pas besoin d'image. Voilà. Ok, donc du coup, j'ai une migration, je vais pouvoir la rouler. Est-ce que j'ai envie de la rouler maintenant? Non, j'ai pas envie de la rouler maintenant. Ok, il y a un modèle. Le modèle, ça devrait ressembler très fort à Devise pour vous. Parce que ça utilise littéralement Devise dessous, derrière. Par contre, on n'a pas de Omnimatic pour l'instant. C'est pas mal ça.
de ce côté-là. Hop. Il faut remarquer que j'ai rajouté un petit Rubocop on save qui va modifier les fichiers au fur et à mesure. Parce que les fichiers générés par défaut par devise de token ne sont pas géniaux. Il a rajouté cette ligne-là qui te permet de dire je veux que tu récupères mon utilisateur avec son token dans tous mes contrôleurs. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on dit hey, dans ce contrôleur-là, je veux que tu sois sûr que mon utilisateur soit authentifié. Voilà. Et il a rajouté des routes d'authentification qui sont qui est cette ligne. Ça ressemble normalement vachement à devise. C'est tu lui dis comment t'appelles ton modèle et sur quelle route tu veux qu'il te sur quelle sous-route tu veux qu'il te crée. Donc du coup, on va rouler la migration, rails, db, create. Non, tu veux pas? Pourquoi? On constant name user. Quoi? Où ça? Dans les routes. Mais non, il existe mon user, il est là. Est-ce que ce serait ça? Non, ouf. Qu'est-ce que c'est comme problème? Ok, je vais tricher. Désolé pour ça. Ok. C'est parce que c'est user avec un P majuscule. Donc, au cas où ça vous arrive. Hein, au cas où vous arrive. Non, sérieux là? Initialize constant devise token auth create users. Ouais. Ok, où ça? Dans si, ça n'aide pas trop tout ça. Ok. Devise token auth create user. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça? Parce que j'ai une migration qui dit ça quelque part. Ah putain. Ok. Désolé. Ouais, voilà. Donc on a créé nos users et normalement nos tests devraient pouvoir repasser par ça maintenant. C'était quoi qu'il faut? Il n'y avait pas de... En fait, il avait nommé les classes avec des petits U au lieu de grands U. Ah, okay. À 2 endroits dans le code. Donc c'est cool, on a rajouté des utilisateurs. On se fait crier dessus parce on est en dessous du minimum coverage. Parce que il a généré pas mal de code et que rien de tout ça n'est testé. Donc ça, on s'en fout, mais que... merci. Dans les choses qui vont... Non, pour l'instant, pourtant, il n'y en a pas tant généré que ça. Ça va être testé. Ça, on s'en fiche. Je pense que c'est la classe user qui n'est pas du tout testée et que du coup, il n'est pas très content. Ouais, c'est ça. C'est l'initializer et
et le user. Je pense que le user, c'est lui qui le fait aller sur et on est en dessous du coverage. Mais pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Donc là, on va avoir des usernames. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les routes, parce que ça, on s'en servir tout de suite. Donc du coup, ça nous a rajouté tout un tas de routes, qui sont toutes les routes d'authentification en fait. Donc tu vas vraiment avoir ton sign in, sign out. Tu vas avoir lesquels sont vraiment utiles. Le sign up, qui va créer un nouveau utilisateur. Il y en a certains, honnêtement, genre ça, je me suis jamais servi. Ce serait bien pour les désactiver d'ailleurs. Voilà, tu as les confirmations qui permettent de demander, enfin, que l'utilisateur puisse confirmer son username ou pas. Et tu vas avoir un validate token, c'est quand ça va permettre alors en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une problématique quand tu es une API, il y a un utilisateur qui arrive pour te voir, et puis dans son local storage, par exemple, il a stocké son token, et en fait, il vient de voir pour la première fois, et puis en fait, toi, tu as besoin de valider que cet utilisateur existe bien. Et donc, du coup, tu as un URL spécial qui permet de faire ça, qui s'appelle validate token, qui est différent de sign-in, parce que c'est juste que tu revalides ce token. Le sign-in, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il a besoin d'un username password, lui, il a juste besoin du token pour dire oui, ce token, il est toujours valide, tout va bien. Voilà. Et tu as le edit de password classique qui permet de le changer. En fait, oui, c'est ça, on utilise le /edit, mais en vrai, ça devrait être juste /password. Pourquoi ça l'est pas? Parce qu'il est déjà utilisé pour d'autres choses. Ok. Voilà. Donc là, on devrait pouvoir avoir des outils de l'authentification. Comment je fais ça? Je ne me souviens plus, parce que ça fait longtemps. Si on veut obliger qu'un utilisateur soit logué, je vais peut-être faire la fin de la vidéo sur comment est-ce qu'on l'implémente offline, et je vous enverrai le GitHub, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est complètement implémenté. Parce que je pense que sinon je vais me taper plein de problématiques, donc j'ai pas vraiment envie de gérer maintenant. Par exemple, si on va dans un vote controller, mettre un before action authenticate user, ça va s'assurer qu'avant toutes les actions, ton utilisateur soit authentifié et stocké dans current user. Voilà. Donc ça va vérifier le token, ça gère ce genre de truc automatiquement. Quels sont les trucs à savoir sur devise code token? Par défaut, donc devise code token ne marche pas très bien avec Active Model Serializer, dans le sens où quand il render un modèle, il fait un toJSON dessus. Donc du coup, tu es obligé de lui préciser qu'est-ce que tu es? Un HJSON, pour lui dire, voilà, quand tu vas faire post-authentification, voilà les fields que je veux que tu renvoies pour mon utilisateur et rien d'autre. Enfin, il n'y a rien d'autre. Tu pourras en avoir d'autres, mais par défaut, devise, on ne te donne pas d'autres, donc en fait, tu vas vraiment avoir juste ça. Dans les autres choses qui sont importantes à savoir, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir qui sont super importantes? Non, je crois qu'à part ça, tout marche plutôt bien pour devise au token. Il n'y a rien de très spécial à mettre en place sur son site pour que ça marche out of the box. Du coup, je vais vous montrer à quoi ressemblent des appels vers la gêne. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Ok, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc, par exemple, imaginons que je veux créer un username. Ça va ressembler à... Je l'appelle en lui donnant mon username, un email, un password, une confirmation de password. Ça, c'est le serveur va vérifier que les deux sont uniques. Ce que va renvoyer devise, oui, parce que je ne l'ai pas lancé, normal.
S'il te plaît. Ça va marcher. Je pense qu'il manque des choses. Non, c'est bon. Parfait. Réel serveur. Ah, sérieux? Ah oui, parce que j'ai déjà quelque chose qui tourne. Qu'est-ce que j'ai qui tourne sur le premier? What? Souci, tout va bien. C'est ça mon password. Parfait. Donc je disais, le port 3000. Parfait. Et donc du coup, si je crée un utilisateur, ce que me renvoie Delise, c'est donc les champs que je lui ai dit que je voulais qu'il me renvoie à chaque fois. Et dans les headers, il va y avoir 5 champs qui sont importants. Et en fait, c'est vraiment cela que si vous implémentez quelque chose pour discuter avec CLGM, vous allez devoir implémenter, à savoir l'access token, qui correspond au token de ton utilisateur courant, un client, parce que chaque navigateur va avoir aussi son token de client. Donc en fait, il vérifie que les deux matchent en même temps. Une date d'expiration, un token type, ça c'est toujours ça, et un UID qui permet de récupérer ton utilisateur plus rapidement dans certaines requêtes. Mais du coup, tous les paramètres sont dans l'URL là? Oui, bah là tu fais un create en post. Quand tu veux créer un utilisateur, par exemple, tu n'as pas le choix. Quand il se register pour la première fois sur ton site. Ok. Non, je sais pas, tu fais comment toi? Je sais pas. T'as pas le choix, t'es obligé de lui envoyer tes informations. Ouais. Elles sont pas stockées. Le password n'est pas stocké en database de cette façon-là. Ce qui est stocké, c'est un password qui est hashed. Et c'est tout. Ok. Non, je sais pas, hein, c'est peut-être des trucs auxquels j'ai pas pensé, mais. Non, je sais pas. J'avais l'impression que du coup, quand on faisait ce genre de requête post, on mettait les paramètres. C'était dans le. Ah non, ok, oui, tu pourrais le mettre dans le body, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, t'as raison. Mais c'est juste que dans Postman, c'est plus pratique de les mettre dans l'URL. Okay. Parce que du coup, t'as un joli champ comme ça. Le body, j'aurais pu les mettre ici. Effectivement. Voilà. Oui. Ouais, bon. Les deux marchent, voilà. Oui, tu as raison, effectivement. L'intérêt de le dans le body, c'est que si tu logs, t'as pas les informations. Si tu logs au niveau du serveur, oui, ça effectivement, tu n'as pas les infos. Au niveau de Rails, ça ne change rien. Rails cache les passwords par défaut quand tu les reçois. Dans tes logs, voilà, il filtre ces champs-là. Okay. Donc, il est intelligent. Ouais. Ça, okay. Mais effectivement, dans le body, c'est... Dans le body, c'est sûr que c'est mieux. Ouais. Mais voilà, par défaut, Rails cache ce genre de truc. Parce qu'en fait, tu parlais de Heroku, mais je pense qu'Heroku, ils ont un reverse proxy devant les... Ouais. Donc voilà. Oui, effectivement. Et en général, tu l'envoies jamais dans tes... Tu l'envoies pas. C'est juste que là, c'était pratique pour faire des tests. Bien sûr. C'est juste pour répondre à Vince. Okay. Il faut le mettre dans le body. Et ensuite, du coup, quand tu voudrais faire d'autres requêtes sur ton API, ce qui se passe, c'est que tu vas utiliser, genre par exemple, si je veux faire ça, je vais utiliser l'access token que j'avais avant, mon client, mon expiry, mon token ID, mon UID, et il va me renvoyer donc mes objets. Et dans mon header, il va me renvoyer le token suivant. On remarquera qu'il est différent du précédent parce que c'était une requête où du coup ça m'a pris plus d'une seconde pour la faire et donc du coup j'ai eu un nouveau token pour mes requêtes précédentes. Donc ça va itérer à chaque fois. Je ne vais pas tout le présenter parce que je pense que dans mes trucs que j'ai sauvegardés sur mon PC, il doit y avoir un password qui potentiellement est un password
qui est un peu plus solide et qui a peut-être un vrai password que j'utilise dans au moins un autre site. Donc, dans le doute, je ne vais pas le montrer sur la vidéo. Mais voilà, en gros, tu vas avoir tous les flows qui existent, donc tu peux faire du reset password, tu peux faire ce genre de choses. Tu peux demander plus de confirmation. En gros, il n'y a pas beaucoup de requêtes dont tu vas avoir besoin. En vrai, tu vas avoir besoin d'un user create, un sign in, donc qui va prendre username password, demander à avoir qu'on t'envoie un email de reset, faire un reset, donc avec le token, demander un nouvel email de confirmation, confirmer, ça va être l'URL que tu as quand tu reçois le token de confirmation, faire un sign out, logique, validate le truc qui valide le token, tu lui passes tes tokens ton token précédent, il va t'en renvoyer un autre en disant oui, c'est bon, cet utilisateur-là, il est toujours valide. Et éventuellement, tu vas pouvoir changer le password avec un ancien password et nouveau password de confirmation. Et bien sûr, un token parce que. Qu'est-ce que je disais? C'est pas ça. Il y a token, blablabla. Au besoin, si jamais vous vous retrouvez à l'implémenter, j'ai écrit des wrappers autour de toute la problématique de gérer les tokens pour JavaScript et pour des gems type Rails. Donc, si vous en avez besoin, je peux vous donner le code pour faire ça. Le type Rails, il est en public. Il est dans mon... Ça, je vais le garder ouvert. Il est en Subox API. Et pour le JavaScript, c'est pas vraiment extrait complètement de l'application. Donc, si je voulais l'extraire dans une librairie à part, il faudrait que je travaille un peu dessus. J'ai jamais fait. Dans l'idée, c'est tout. Voilà. Ça te permet de gérer le fait que oui, tu vas avoir tu as besoin d'un username password pour te loguer et tu vas recevoir des tokens. Il va falloir que tu les stockes d'une façon ou d'une autre puis que tu les gères au fur et à mesure. Des fois, il ne va pas te les envoyer. Ça veut dire que ton token est toujours valide, que tu peux le réutiliser pour la requête d'après, etc. Voilà. Donc, en fait, c'est une classe qui permet d'avoir toute cette authentification. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. Pour moi, ça va. Cool. Pareil. Parfait. Si vous avez d'autres questions qui apparaissent plus tard, n'hésitez pas sur ce genre de problème. Yes. Normalement, il est possible que je m'en sois tapé beaucoup dans les dents au fur et à mesure du temps. Juste pour vous montrer les infos que j'utilise. Tu peux setter le mailer. Ça, c'est où. J'imagine que vous connaissez, c'est quand tu as besoin d'avoir un seul field pour username et password. Pour username et email, tu utilises un espèce de champ login qui contient les deux, par l'un ou l'autre. Avec Device. Quoi ? Je dis, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec... Avec Device, ouais, tu peux le faire avec Device par défaut, mais c'est le token hôte qui permet pas de le faire par défaut. Mais du coup, tu es quand même obligé de le faire dans Device pour qu'il puisse le stocker au moins quand il crée ton utilisateur. Bon, bref, il crée des trucs qui vont. Et celui-là, je sais plus pourquoi. Ah, pour ça. Mais ça, je crois que c'est par défaut. C'est créé par défaut par Device Token Hôte. Et est-ce que j'ai des trucs spéciaux? Oui, quand je veux updater un password, je veux vérifier que mon password courant est toujours bon. Et je sais plus pourquoi c'est ça. Ah oui, c'est quand il t'envoie des emails, il utilise ton URL de front et pas par défaut dans les textes des emails. Voilà. Après, les emails, tu peux toujours les override, donc du coup, c'est pas un... J'ai une petite question. Ouais. Est-ce que tu connais ou est-ce que tu as déjà identifié des failles dans la procédure de récupération de password, justement? Ou est-ce que tu prévois d'en parler plus tard? Les récupérations de password? Oui. Par exemple, ton user, il ne se rappelle plus de son password. Ouais. Et il veut récupérer son password ou
voilà, plutôt qu'on crée un nouveau. Ok, la seule et unique façon de faire, c'est tu dois lui envoyer un lien sur lequel il est censé cliquer, sur lequel il va pouvoir rentrer un nouveau username password. Tu peux rajouter des systèmes de pseudo-authentification à ce moment-là, à savoir genre des questions de sécurité. Secrète, ouais. Bon, on Mais n'envoie jamais un password. non, de toute façon, tu le stockes pas, donc tu peux pas lui renvoyer normalement. Si un service, quand tu lui demandes de reset, quand tu lui dis que tu as oublié ton password, te renvoie ton password en clair, de quoi? C'est plus que problématique. C'est plus que problématique et je t'invite à contacter. Je crois que il y a un service gouvernemental en France qui gère ça. La CNIL, hein. La CNIL, tu peux dénoncer les gens en leur disant. D'un autre côté, il y a un vrai souci parce que les gens stockent des passwords en clair et donc si jamais tu as une faille, tu as un bloc d'utilisateurs qui va. D'accord. Voilà. Sachant que les gens réutilisent leur password quasiment tout le temps. Du coup, si ça faille dans un système, ça faille partout. Polo, tu l'as vu, en fait, c'est un hash qui est stocké. Et non pas le password lui-même. Ouais, je peux vous montrer. Oui, je sais, mais moi, je parlais plus d'une éventuelle faille, en fait, sur la récupération, éventuellement, à quelque niveau que ce soit. Je ne sais pas si ma question est assez précise. En fait, le truc, c'est que sur la récupération de password, c'est difficile de faire mieux que tu lui envoies un lien. Donc, ça veut dire que le gars, il a quand même accès à sa boîte mail. Donc, tu fais confiance à la boîte mail de la personne. Tu peux faire beaucoup mieux que ça, quoi. D'accord, donc si le mec est piraté, si sa boîte mail est piratée... Si sa boîte mail est piratée, c'est ce que te disait Denis, en fait. Le lien de confiance, il en faut nécessairement un. Tu dois avoir un lien de confiance, quel qu'il soit. Ouais. Donc toi, tu considères que le lien de confiance, c'est la boîte mail. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux renforcer le lien de confiance. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Apple ou les autres. C'est que tu demandes de multiples questions avec des réponses qui sont censées... et pas les mêmes questions à chaque fois. Mais c'est un processus, c'est une procédure, c'est pas technique intrinsèquement. Ouais, c'est ça. C'est plus que tu rends la procédure le plus compliquée possible, enfin compliquée d'une certaine façon. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un password encrypté. Voilà. Donc c'est ça que tu stockes, quoi. Donc, les gens peuvent pas faire grand-chose avec ce genre de truc en général. D'accord. Et après, tu rajoutes des délais aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ce genre de procédure, tu fais pas en sorte que les gens puissent la recommencer trop fréquemment. Oui. Donc comme ça diminue les possibilités d'attaque, pareil. Donc ça, par contre, c'est technique. Avec le support, etc. Mais encore une fois, c'est de la procédure plus que de la technique. Ouais, ça, parce que limiter tous les combien tu peux le faire. Bon. Sachant que dans Device Hot Token, il crée par défaut un champ qui s'appelle Reset Password Sent At. Et je crois que tu peux lui dire, je veux pas que tu le refasses plus souvent que tous les X. C'est peut-être même dans Device de base. Je crois, oui. Tu peux lui dire, voilà, non, je veux pas que tu puisses me demander un reset plus que toutes les 5 minutes. Tous les jours. Bon, tous les jours, ça a l'air d'être une mauvaise idée. Mais... ça m'est déjà arrivé d'oublier mon password plusieurs fois dans la même journée. D'ailleurs, en parlant des champs que je vois là, je me rends compte qu'il n'y en a pas un qui est expiration, ou c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque. Sur les tokens, tu veux dire? Ouais, dans ton user là. En fait, c'est un JSON, ton token. Tes tokens. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Donc en fait, tes tokens sont une espèce de array en fait. Dans lequel il y a la date d'expiration du coup. Ouais, il ressemble à ça. Tu as ton token, sa date d'expiration. Le dernier qui a été utilisé en te parlant, ça, je pense que ça c'est le token de base. Donc en plus, tu vois, tu peux le tracer au fur et à mesure dans tes logs si tu as besoin. Ouais. Quand est-ce qu'il a été utilisé pour la dernière fois? C'est logique. Non, mais honnêtement, pour ça, elle est vraiment plutôt bien faite, cette gemme. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce genre de sujet. Non. Voilà. Enfin, si j'en ai une, mais elle est un peu hors sujet. Ok, on la fera peut-être en vidéo. Il y a un moment, je ferai une vidéo sur comment est-ce qu'on fait pour faire... parce que je me suis amusé avec Amandine récemment. Amusé, je vais mettre des gros guillemets autour de amusé. Où on a fait de l'authentification avec Facebook
à travers React. C'était joie et bonheur. Voilà. Donc, j'en reparlerai quand on y sera. Voilà. Donc, ce sera pas mal tout pour la vidéo. Rappel, le point important de cette vidéo, c'était codez pas de système d'authentification vous-même. Vous allez vous rater. Voilà. C'était vraiment le point. S'il y en a un à retenir, c'est ça. Et c'est compliqué. Oui. Il y a des conversations. Est-ce qu'il y a des choses importantes dans les conversations ou pas? D'accord. Ok. Je me demandais s'il y avait des gens qui avaient parlé, donc je me demandais s'il y avait des trucs importants.